Ceci est l'enregistrement de l'atelier sur le lien traumatique, qui est un atelier que j'ai tenu pour le club Revivre. Je mets à peu près la moitié de l'atelier en ligne sur YouTube, histoire de vous donner un petit coup de main et un peu d'inspiration et pour vous aider un petit peu. Mais pour voir tout l'atelier, il faut faire partie du club Revivre, que vous pouvez trouver sur revivre.club, avec beaucoup d'autres ateliers et d'exercices, etc. par rapport à la relation narcissique. Mais je vous laisse en ma compagnie pour l'atelier sur le lien traumatique. Alors bonsoir et bienvenue à ce nouvel atelier. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose où il y a en fin de compte beaucoup de choses qui ne sont pas claires pour beaucoup de personnes. Et c'est ce qu'on appelle le lien traumatique. Et dans le lien traumatique, les gens émettent un petit peu tout et n'importe quoi. Donc là, on va faire le point là-dessus et puis voir comment il se définit, comment il commence, comment il se produit, et puis bien entendu, qu'est-ce qu'on peut y faire, si on peut y faire quelque chose. Spoiler, on peut y faire quelque chose. Alors, déjà, il faut partir du principe que ce traumatisme, en quelque sorte, ça vient d'un conflit qui vient de quelque chose entre la volonté de nier certains événements horribles qui vous sont arrivés ou qui nous arrivent. Et donc, d'un certain côté, on ne veut pas les voir, on ne peut pas les supporter, donc on les nie, on ne les voit pas. Et on a une volonté en même temps de les proclamer à haute voix. Et c'est en fin de compte, entre vouloir nier le traumatisme et le besoin de le dire, qu'arrive cette espèce de conflit intérieur et qui fait que c'est très difficile et que ça ouvre la porte, en fin de compte, au lien traumatique. Là, on a un exemple qui est parfait par rapport au procès de Mazan, cette femme qui a été violée par ces 70 ou 75 bonhommes, là, que son mari a drogué et fait violer. En fin de compte, elle a demandé à ce que son procès soit ouvert, quand il soit public, de façon à ce que tout le monde puisse voir et entendre, ce qui est très courageux. Mais là, il s'est passé une chose importante qui est très bonne, et c'est qu'elle a bien entendu divorcé, ou elle est en instance de divorce, je ne sais plus, avec son mari, bien entendu, mais elle ne va pas reprendre son nom de jeune fille après le procès. C'est-à-dire que pendant tout le procès, même divorcée, elle le fait sous son nom de femme mariée, donc par rapport à son mari ou son ex-mari. Et une fois le procès terminé et le jugement passé, elle reprend son nom de jeune fille. Donc de cette façon, en fin de compte, elle peut tout à fait gérer beaucoup plus facilement, alors, parce que gérer d'avoir été violée par 70 ou 75 bonhommes, c'est difficile. Donc pour se faciliter le travail, là, c'est un bon truc justement pour pouvoir gérer ce conflit entre cette volonté de nier les événements et les proclamer à haute voix, puisque c'est Pellico qui les proclame à haute voix, et ça va être, alors son nom de jeune fille, on ne le connaît pas, qui va, en fin de compte, nier les événements ou qui va pouvoir les travailler par la suite, ça va faciliter le travail. Mais pour les autres personnes, là, ça devient plus compliqué parce que il peut être difficile de dire bon la relation avec mes parents est mauvaise pour diverses raisons, ou ce mariage c'est un abus, ça fait 15 ans ou 10 ans ou 5 ans que je vis dans une relation où je suis pas heureux, où les choses se passent mal, et donc dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que on reste dans le traumatisme. Parce que c'est trop difficile à gérer. Et là où est l'avantage de vivre le traumatisme plutôt que de le quitter, c'est qu'on est toujours en recherche de sécurité. Et dans un cas comme ça, alors c'est vrai que cette relation, par exemple, elle est mauvaise, elle vous fait souffrir, il y a des soucis, il y a des problèmes, vous êtes dénigré, vous êtes insulté, vous êtes ceci, vous êtes cela, mais il y a quand même une sécurité parce que c'est familier.
parce que c'est quelque chose que vous connaissez. En fin de compte, vous connaissez votre narcissique. Et donc, vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Vous savez que vous allez avoir une dispute sur tel et tel sujet. Vous savez que si vous faites ou vous dites ceci et cela, vous allez avoir 99% de chance pour avoir telle ou telle réaction. Donc, ça fait que on reste dans cette relation beaucoup plus longtemps qu'on ne le devrait parce que elle donne une force de sécurité. C'est exactement le même principe de résistance que l'on trouve en thérapie, où vous allez avoir des clients et des clientes qui ne vont pas oser travailler certaines choses parce que en lâchant leur névrose en quelque sorte, eh ben ils vont entrer dans l'inconnu. Et ils sont pas sûrs de pouvoir bien gérer, ils sont pas sûrs de comment les choses vont se passer. Donc du coup, ils préfèrent rester dans la névrose parce que, oui, c'est une angoisse ou c'est une phobie ou c'est ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qu'on connaît, on connaît les désagréments, on sait à quoi ils mènent, on connaît les symptômes. Alors qu'est-ce que c'est que le lien traumatique en gros ? Alors déjà, il est important de comprendre que c'est pas quelque chose, c'est pas une chose, c'est un processus, c'est tout un processus. Ça va être un processus relationnel qui va être des allers-retours, qui va être bon, mauvais, ça va être un processus en montagne russe qui va être entre les moments de manipulation, les moments de dénigrement, les insultes, et entre tous ces éléments, il peut y avoir un instant positif, un petit moment positif, et c'est pas équilibré du tout, hein. C'est-à-dire que généralement dans la relation narcissique, il va y avoir un maximum de mauvais éléments ou de mauvais processus, mais il va de temps à autre y avoir quelques petites choses qui sont bonnes, qui sont positives. Et ça peut être quelques secondes de rire commun, ça peut être faire l'amour, ça peut être un moment, un instant, et ça va vous donner un point de soutien, un petit peu comme un rocher au milieu de la tempête. Et ça va vous donner une anticipation que ok, bon, ça va marcher, ça va aller. Et donc vous créez un narratif qui fait que la relation paraît ok, paraît suffisamment sécure, paraît suffisamment... elle est bonne en fin de compte, elle est parfaite. Ah bah oui, mais toutes les relations ont leurs problèmes, etc. Donc on va relativiser et ça va nous aider à créer en fin de compte ce lien traumatique, cette relation. Et puis... alors, il y a aussi des choses qui ne sont pas des liens traumatiques et les gens font souvent la confusion et se mélangent un petit peu les concepts. Alors déjà, le lien traumatique, ça n'est pas la même chose que la codépendance et ça n'est pas une codépendance parce que dans la codépendance, il y a une forme de désespoir qui fait que on est dépendant l'un de l'autre et que si l'un se déplace un petit peu, l'autre entre en désespoir. Donc c'est un lien qui est entretenu avec la force du désespoir dans la codépendance. Et le lien traumatique, c'est pas ça du tout. C'est pas, il n'y a pas de codépendance. Il y a un lien traumatique en fin de compte, sur lequel on va aller un peu plus en profondeur. C'est pas non plus une addiction. Les gens vont dire ah bah oui mais c'est comme une addiction où je suis addict à mon narcissique, etc. C'est pas vrai. C'est pas une addiction parce que la personne qui est dans la relation, qui est dans le lien narcissique, elle n'a pas de rôle actif en quelque sorte. Elle a plutôt un rôle passif en fin de compte, un rôle de réaction. Tandis que dans l'addiction, il y a quand même une action dans cette addiction. Il y a une recherche de cette addiction que l'on n'a pas dans le lien traumatique ou dans la relation narcissique. Vous n'allez pas rechercher le conflit. Vous n'allez pas rechercher de vous faire dénigrer. Ça n'est pas non plus des personnes traumatisées, chacun avec leur traumatisme, qui tombent amoureuses ou se lient entre elles. C'est un petit peu le genre, bah oui, j'ai eu une enfance difficile, lui, il a eu une enfance difficile, on se retrouve et on vit un amour tumultueux. Non, c'est pas ça du tout, ça c'est la version de Hollywood. Ça n'est pas non plus ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Là, il y en a aussi pas mal qui me disent ça régulièrement. C'est pas du tout la même chose. Alors, le syndrome de Stockholm,
En fin de compte, c'est appelé comme ça parce que ça s'est produit lors d'une attaque de banque, c'était dans les années 70, 74, 75 peut-être, dans ces eaux-là, donc à Stockholm, où Jan-Erik Olsson et un de ses camarades ont fait un hold-up dans une banque. Ils ont pris les gens en otage parce que donc il y a eu des soucis, la police a bloqué la banque. Et donc, lors de ce blocage de banque, avec la police tout autour, alors déjà, on parle de 74-75, c'était pas très commun ce genre de choses, il y avait d'autres moyens. Et la police a utilisé diverses méthodes plus ou moins modernes à l'époque pour détruire les kidnappeurs, donc psychologiquement parlant. Et ils ont fait ce qui s'appelle le terror boring, c'est-à-dire venir avec des grosses perceuses et percer au-dessus du toit de la banque pour terroriser en fin de compte les kidnappeurs. Et dans tout ce truc-là, en fin de compte, on a pensé comment terroriser, faire peur et déstabiliser les personnes, les bandits, sans vraiment réfléchir qu'il y avait une vingtaine d'otages quand même là-dedans, hein, qui subissaient ça aussi. Et ce qui fait donc que les kidnappeurs, enfin les bandits et les otages ont fini par tisser certains liens, qui est donc ce qu'on a appelé le syndrome de Stockholm, parce que quand Jan-Erik Olsson est sorti de la banque, les otages l'ont protégé de leur corps pour éviter qu'ils se fassent tirer dessus. Et donc, c'est parce qu'ils avaient, en fin de compte, ils étaient tous devenus solidaires les uns des autres. Et c'est donc ça qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Alors, le syndrome de Stockholm, c'est quelque chose qui n'arrive jamais, quasi jamais. Ça, c'était une situation très spécifique. Et alors après, depuis, ça a été romantisé, etc., etc. Mais c'est quelque chose de très précis. Et ça n'a absolument rien à voir avec le lien traumatique et avec la relation narcissique. Ce n'est pas non plus parce qu'on a un style de personnalité masochiste. Le style de personnalité masochisme, c'est aimer avoir des douleurs, aimer avoir mal, etc. C'est très souvent un but sexuel. Ça n'a absolument rien à voir avec ça, du tout. Ça n'est pas non plus alors en français, c'est TSPT, ou le TSPT complexe. Alors, il peut y avoir le PTSD adjacent, c'est-à-dire que ça peut faire partie du lien traumatique. Et très souvent, après une relation narcissique, ou pendant une relation narcissique, ou vers la fin, la personne qui est l'objet du narcissique a la plupart des signes, très souvent la plupart des signes du PTSD. Mais ce n'est pas le lien traumatique quand même, ça peut en faire partie. Et puis, donc, le problème de tout ça, de tout ce lien traumatique, c'est qu'en plus de souffrir dans une relation narcissique, les relations, les gens à l'extérieur, etc., on a plutôt un petit peu une tendance à mettre le fardeau ou la faute sur la victime, sur la personne qui a subi l'abus, plutôt que sur celui qui le fait, parce que on est très rapide à trouver des excuses. Ah oui, mais tu sais, il travaille. Moi, je le connais, il est très gentil, hein, ou elle est très gentille, hein, etc. Donc, en gros, c'est un petit peu de votre faute, quoi. Donc, tout ça peut compliquer le lien traumatique, et tout ça n'est pas le lien traumatique. Toutes ces choses-là, ça n'est pas le lien traumatique. Le lien traumatique, c'est un petit peu comme une vieille carte qu'on est en train de suivre. Et cette carte, on l'a peut-être dessinée quand on était plus jeune, et puis on continue à la suivre. Donc, vous avez des liens traumatiques qui peuvent être des liens traumatiques précoces, c'est-à-dire ça va être des liens traumatiques historiques dans lesquels on a vécu lors de l'enfance. Et puis, vous avez des liens traumatiques tardifs qui arrivent à l'âge adulte. Donc, vous pouvez parfaitement avoir eu une enfance merveilleuse, une famille aimante, etc. Hein. Ça vous empêche pas de tomber sur un narcissique dans une relation et de ne pas vous en douter puisque vous connaissez pas les narcissiques, votre famille était une famille tout à fait normale, les choses se passaient bien. Donc, du coup, vous restez dans cette logique des choses et ça vous fait, en fin de compte, une victime potentielle
potentiel. Donc vous pouvez parfaitement commencer à connaître le lien traumatique en tant qu'adulte, c'est pas nécessairement en tant qu'enfant. Alors quand il démarre plus tôt, par exemple donc justement en tant qu'enfant, il va généralement être plus fort le lien traumatique. Parce que il va façonner votre identité. Alors c'est le plus souvent un parent hein, ou des parents si vous avez vraiment pas de bol. Mais ça peut aussi être un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère. Enfin, c'est une personne qui va être aux environs et qui va avoir un certain pouvoir en fin de compte sur votre quotidien. Et le problème, c'est que quand on l'apprend à cet âge-là, lors de l'enfance, ça va devenir un modèle pour les relations futures, puisque on connaît que ça. Et ça va. Et si tout d'un coup vous entrez dans une relation normale, si on veut dire ça comme ça, eh ben la personne peut paniquer parce qu'on ne connaît pas la relation normale. Donc on risque même de démarrer des conflits parce que c'est la seule forme de relation qu'on connaît. Donc lorsque l'on est élevé dans une relation narcissique avec des parents narcissiques, une famille narcissique, et qu'on crée ce lien traumatique, oui, comme le dit Olivier, on peut s'ennuyer, et c'est vrai. On peut... aussi une des choses qu'on me dit régulièrement, c'est que quand on est sorti d'une relation narcissique, si on vient dans une relation dite normale, les gens vont dire « Ouais, bah, en fin de compte, j'ai l'impression que c'est fade, quoi, il se passe rien. » c'est pas vrai, il se passe beaucoup de choses, mais c'est différent. Et donc, on n'est pas armé pour comprendre ce genre de relation. Et puis, il y a aussi beaucoup le fait d'avoir l'impression que l'amour, ça doit être quelque chose qui est gagné. C'est-à-dire que on fait la différence entre l'amour conditionnel et inconditionnel, tout comme pourra-t-on dire le dénigrement conditionnel et inconditionnel. C'est-à-dire, si par exemple, je vous dis, bon bah écoute, là, le travail que tu as fait, c'était pas terrible, tu as un petit peu salopé le travail, tu aurais pu vraiment faire autrement. Ça, c'est ce qu'on va appeler une critique donc conditionnelle. C'est-à-dire que la personne que je critique, c'est pas la personne, mais c'est son travail. La critique peut également être inconditionnelle. T'es vraiment le plus con, quoi. J'ai jamais vu aussi con que toi. Voilà, par exemple. Hein. S'il y avait une compétition de cons, tu serais trop con pour avoir la première place. Et puis donc vous avez la même chose pour ce qui est du positif, donc de l'amour conditionnel ou inconditionnel. L'amour conditionnel, ça va être « Oh là là, mais tu es doué, tu joues bien du piano. » Vous n'allez pas vous y mettre vous aussi. Et puis ça peut être donc inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est bien entendu quelque chose comme je t'aime. Il y a une différence entre je t'aime et j'aime bien la façon dont tu joues de la guitare. Donc, dans une relation narcissique, que ce soit avec les parents ou avec les adultes, hein, mais ça va être plus prégnant et plus important quand on est enfant. Avec un narcissique, vous allez toujours avoir de l'amour conditionnel et des critiques inconditionnelles. C'est-à-dire que les choses positives que vous allez avoir vont être sous condition de certaines choses. Votre amour, l'amour que vous allez avoir doit être gagné à la sueur de votre front. Alors que les critiques, elles, par contre, elles sont inconditionnelles et ça, elles démarrent facilement. D'accord ? Ah, t'es vraiment nul, j'ai jamais vu aussi nul. Enfin bref, après, vous pouvez continuer vous-même. Lorsque les liens traumatiques commencent à l'âge jeune, on a une façon d'idéaliser les autres parce qu'on a l'habitude avec les parents. On a aussi très souvent les peurs de l'abandon parce que, étant petit, on a toujours peur d'être jeté dehors ou que les parents s'occupent plus de vous, etc. Et donc, ces liens traumatiques vont se manifester plus tard dans les relations adultes où on va se trouver pas assez bien, où on va se dire ouais, en fin de compte, je fais rien de bien, je suis pas si bon, etc. Et ça fait donc partie de cette fameuse recherche de sécurité.
Lorsque le lien traumatique démarre à l'âge adulte, là déjà on va avoir plus du côté excitation, il va y avoir une excitation, les choses qui se produisent, c'est plus intense, etc. Il va y avoir certains aspects positifs, alors ils vont être courts, hein, ces aspects positifs, mais ça on l'oublie. Et puis, généralement, on va avoir les rationalisations, les justifications. Oui, mais bon, tu sais, c'est pas comme ça. Bon, ben, c'est normal, il a eu une dure journée, ou c'est normal, elle a été stressée, il y a beaucoup de choses, blablabla. Bla, bla. Ça, c'est généralement le lien traumatique adulte. Les enfants, le lien traumatique qui est précoce, généralement, il va plutôt être basé sur je suis mauvais, je suis nul. Et les liens traumatiques plutôt adultes vont plutôt être basés sur la rationalisation. Il peut aussi y avoir des conceptions enfantines ou fantaisistes de l'amour et des relations. Alors ça, c'est surtout les jeunes qui vivent dans un monde Instagram et ce que vous voulez, qui, bon, bah, l'amour, ça doit être comme ceci, ça doit être comme cela, etc. Et puis, donc, il y a ce fameux ennui dans les relations saines dont on vient de parler, dont Olivier vient de nous parler. Et puis, vous allez avoir des disputes qui deviennent tout à fait classiques, qui deviennent habituelles, qui reviennent généralement tout le temps, et qui sont une porte d'entrée vers le meilleur ou le bien. C'est parce qu'après la dispute, bah, il y a les bisous, et puis voilà, quoi. Après, c'est reparti pour un tour. Donc, généralement, ça va être les différentes choses qui vont être dans ces différents liens. Alors, le lien traumatique en lui-même, vous commencez par une idéalisation. Il y a une séduction, une idéalisation de la personne. Alors, vous êtes idéalisé par le narcissique. Ouais, vous êtes fantastique, vous êtes beau ou belle, vous êtes fantastique, vous êtes intelligent, etc. Et puis, après, on passe à une invalidation. Et cette invalidation, ça va être, tout d'un coup, vous êtes plus beau, vous êtes plus ceci, vous êtes plus cela. Tout ça, ça devient invalidé, ou vous dites des conneries, ou etc. Et donc vous allez vouloir le retour des bonnes choses. Hein. On préfère être mis sur un piédestal plutôt qu'être plongé dans la boue et qu'on vous saute dessus. Donc du coup, il y a ce combat, on essaie de combattre cette chose. Et puis pour essayer de favoriser, de revenir en fin de compte dans la situation, dans les bonnes choses. On veut revenir dans les bons jours, on veut retrouver les bons épisodes, on veut retrouver les sentiments positifs. Et puis donc on les retrouve, donc ça revient. Et puis après ça revient le rejet, revient la validation. Et puis, ce rejet, cette invalidation que vous recevez, vous la justifiez, vous rationalisez, et puis on repart pour un tour. Et puis voilà. Donc ça roule comme ça pour différentes choses. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, on a toujours l'impression de combattre les mêmes fantômes, de se battre contre les mêmes principes, parce qu'en fin de compte, ça tourne autour des mêmes principes, ça tourne autour de la même validation et invalidation, ça tourne autour du même rejet, ça tourne autour du même bonjour, des bons sentiments et des mauvais, et c'est toujours les mêmes combats, c'est toujours le même combat que vous avez pour essayer de refavoriser un bien-être, les bons jours, l'adhésion, etc., etc. Et c'est un jeu sans fin parce que ça changera jamais dans une relation narcissique. Alors, le lien traumatique, ça n'est pas la même chose que ce qu'on appelle une réponse traumatique. Ça aussi, il y a des gens, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question une fois. Et alors, le lien traumatique, c'est une dynamique relationnelle. C'est tout un processus, c'est toute une dynamique qui fait qu'on confond ce lien traumatique avec l'amour. Et on a toute une série de comportements qui sont axés pour essayer de conserver ce lien traumatique, parce qu'on a l'impression que si ce lien traumatique disparaît, l'amour disparaît. Donc on fait tout pour conserver ce lien. Et en fin de compte, c'est un lien dyadique, c'est-à-dire qu'il faut au moins 2 personnes pour ce lien, parce qu'il peut être systémique également, par exemple dans une entreprise.
Donc il faut 2 personnes ou plus. La réponse traumatique, c'est une réponse qui est réponse du système nerveux sympathique, c'est une réponse somatique et c'est une réponse cognitive à diverses menaces qui peuvent suivre un traumatisme, qui vont faire qu'on est vigilant, qu'on a de l'anxiété, qu'on a des angoisses et qu'on a de la peur. Et il peut y avoir un chevauchement, c'est-à-dire que dans une relation narcissique, vous pouvez avoir une réponse traumatique à quelque chose qui se produit ou qui va se produire ou que vous êtes dans l'attente qui va se produire. Et cette réponse traumatique peut se développer ou peut faire partie du lien traumatique. Alors, pour bien comprendre, en fin de compte, certaines différences, j'aimerais bien parler des relations saines, parce que ça existe, et en fin de compte, beaucoup de personnes ne savent pas vraiment ce que c'est. Alors, les relations saines, ça va être des relations qui sont stables, qui sont respectueuses et qui sont cohérentes. Alors, ça veut pas dire... Ça veut pas dire qu'on va jamais s'engueuler, ça veut pas dire que tous les jours vont être des jours merveilleux, mais chaque désaccord ou chaque conflit ne va pas se transformer en catastrophe. Enfin, je veux dire, là, j'ai eu un exemple d'une de mes clientes où la grande dispute du jour, ça a été que elle lui a écrit bonjour au lieu de lui écrire bonjour chérie. Et là, tout d'un coup, mais c'est parti en vrille pendant je ne sais pas combien de temps, et ça a pris des proportions énormes. Donc, ça, dans une relation saine, ça n'existe pas, ça. Enfin, je veux dire, dans une relation saine, ou bien on ne va pas vraiment le remarquer parce que, oui, bon, ok. Ou alors, si c'est une habitude, on va dire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas, ou tu te sens mal, ou tu es malade, ou parce que je peux parfaitement aussi que la personne soit épuisée et puisse pas écrire, ou qu'elle ait un problème technique. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que même s'il y a des disputes, même s'il y a des désaccords, ça ne se transforme pas nécessairement en une catastrophe. J'ai un ami qui est dedans et il panique, il n'a jamais connu ça. Bah oui, j'imagine. Et puis, dans une relation saine, on est investi dans la croissance l'un de l'autre. On est content quand votre partenaire a un succès, on est content quand votre partenaire, ça marche bien, il a eu de l'avancement, ou après je sais pas, hein, où on est content de travailler vers un but commun, etc. Avec un narcissique, pour un narcissique, si l'autre est en croissance, pour le narcissique, ça veut dire qu'il est dominé. Il va avoir honte. Et il y a de fortes chances pour qu'il essaye tout son possible pour détruire cette croissance, au contraire. Les vulnérabilités vont être protégées, on va faire attention l'un à l'autre, on va éviter les mauvais moments. Disons que vous avez peur, je sais pas moi, vous avez peur de l'eau parce que vous savez pas nager, si un narcissique peut vous convaincre à venir sur la barque, il va s'amuser à faire tanguer la barque. Oh, mais t'as pas peur de l'eau, voilà. Ça va être tout l'inverse. Et les relations saines, c'est imprégné de confiance l'un envers l'autre, et puis voilà. Oui, comme Olivier le dit là, je t'aime veut dire tu m'appartiens. Tout à fait. Parfait. Celle-là, je vais la garder. Merci Olivier. C'est une très bonne, très bon truc. Alors, par contre, donc, dans les relations qui sont liées avec le narcissisme, bon, là, j'en ai déjà dit pas mal, donc on va passer celle-là assez vite. Alors elles, justement, elles sont tumultueuses, elles sont volatiles, on ne sait jamais à quoi s'en tenir, elles sont incohérentes, elles sont imprévisibles, elles sont déséquilibrées parce que vous n'avez pas les mêmes droits que l'autre, hein, vous n'avez pas les mêmes droits que le narcissique. Lui, il peut se permettre de vous parler d'une certaine façon, vous non. Lui, il peut se permettre de faire certaines choses, vous non. Lui, il peut se permettre d'être jaloux, vous non, par exemple. Enfin bref, donc il y a un déséquilibre constant. Elles ont cette impression d'être excitantes et sensationnelles, etc. En fin de compte, ça fait un petit peu penser à un truc qui a été composé par de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que vous grattez un peu et ça disparaît, quoi. Hein. Et puis, il y a toujours cette anticipation anxieuse de ce qui peut se produire, de ce qui va se produire. On est toujours un petit peu obligé de marcher sur des œufs pour pas démarrer quelque chose parce que, bah oui, un bonjour dit de travers, ça peut démarrer une esclandre. Donc, du coup, voilà, quoi. Hein.
Donc, le lien traumatique, chose importante, c'est qu'il peut se produire dans n'importe quel type de relation. D'accord? C'est pas seulement dans les relations narcissiques, excusez-moi. Mais ça peut se produire dans n'importe quelle relation. Donc, c'est pas parce que vous avez un lien traumatique dans une relation que vous êtes nécessairement en relation avec un narcissique. Mais c'est beaucoup plus probable parce que, dirait-on que le narcissisme ou la relation narcissique fait un bon terreau pour ce genre de relation. Et ça, c'est en raison de plusieurs choses, hein. Déjà, vous avez cette incohérence. Alors, en fin de compte, c'est pas une incohérence, hein. C'est en fin de compte très cohérent, la relation narcissique. Ça dépend de l'angle sous lequel vous la voyez. Si votre narcissique a été, je sais pas moi, il a été au travail et il a eu une bonne journée, il a fait un bon contrat, il a gagné plein d'argent, ou alors il s'est tapé la secrétaire, ou alors, je sais pas moi, on l'a mis en valeur. Quand il va rentrer, il va être super, quoi. Il va être très bonne. Tout va très bien, Madame la Marquise. Par contre, s'il a eu une mauvaise journée, et une mauvaise journée, ça peut être que le boss lui a dit tu peux mieux faire, ça peut dire que ceci ou cela, enfin bref. Généralement, de toute façon, ils vont avoir des conflits au travail, donc ils vont avoir des mauvaises journées au travail. Et parce qu'il ne faut pas croire que les conflits, c'est seulement dans la relation. Et donc là, du coup, il va rentrer à la maison et puis vous allez lui dire bonjour au lieu de lui dire bonjour chérie, et boum, ça explose, quoi. Donc c'est cohérent. Mais c'est seulement cohérent si vous avez une petite caméra qui peut le suivre 24 heures sur 24. Donc dans ce cas-là, c'est cohérent. Mais pour nous autres, qui ne le connaissons que pendant un certain moment, où on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avant, non, c'est incohérent, quoi, parce qu'il n'est pas stable, il n'a pas de personnalité stable. On peut tous avoir une mauvaise journée au boulot, on peut tous rentrer au lieu de travail en disant à sa femme, oh la vache, j'ai une super mauvaise journée aujourd'hui, tiens, je vais me prendre un Ricard. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, on va pas commencer à taper sur les mômes, donner un coup de pied au chien, et puis insulter sa femme parce que on a une mauvaise journée au travail. Et donc vous avez ces différents cycles, hein, qui sont très vers le haut et vers le bas. Donc bombardement d'amour, d'évaluation, bombardement d'amour, d'évaluation. Il y a un manque d'empathie, le déplacement du blâme, c'est jamais de sa faute, c'est toujours de la vôtre. Il y a donc l'amour, c'est donc transactionnel, hein, c'est quelque chose que vous devez gagner d'une certaine façon. Et puis il va utiliser l'abandon comme menace dans le cadre de la manipulation. Alors l'abandon, il va l'utiliser de façon différente, hein. Il peut l'utiliser en disant ouais bon bah ok ça va j'ai compris, je me barre, je pars, voilà. Il va vous jouer Ramona. Ou alors il va inverser le truc en vous disant oui bon bah ça va j'ai compris, hein, tu veux plus de moi, tu veux me jeter comme un malpropre, regarde tout ce que j'ai fait pour toi et puis toi t'en as rien à foutre de moi, etc. Parce qu'il sait pertinemment il va utiliser cette technique seulement s'il sait que vous êtes le genre de personne qui va le retenir, qui a peur d'être seul, qui n'a pas de moyen de vivre seul de toute façon. Surtout si la relation a duré un certain temps, il a coupé tous les liens avec votre famille, etc. Peut-être même que vous ne travaillez plus et tout. Donc du coup, s'il part, vous êtes dans la panade. Et ça va être utilisé donc d'une façon ou d'une autre comme manipulation. Je veux dire, dans une relation normale, on va pas, une dispute, elle va pas mener à une menace de rupture juste parce que y a un truc qui va pas. Enfin, ça se faisait quand on avait 4 ans. Je te parle plus et je te parlerai plus jamais. Mais arrivé à 30 ans, quand même, c'est problématique. Et puis donc, il y a des masques multiples. On ne sait jamais qui est ce narcissique, en fin de compte, parce qu'il a un masque avec vous, il a un masque avec les autres, il a un masque avec le troisième. Et donc, du coup, ça fait que tout ça, c'est un bon terreau pour un lien traumatique. Alors, si vous êtes dans un lien traumatique, dès qu'on a des souvenirs, on devient hémophile. Ça ressemble au lien traumatique. Ouais, en quelque sorte. Alors, si vous êtes dans une famille, généralement, ça va être un parent qui va être narcissique ou quelqu'un qui joue le rôle de parent, donc grand-père, grand-mère, etc.